Bonjour. Bonjour. Vous êtes Florian Philippot, vous êtes né en octobre 1981 à Croix, et vous m'avez dit dans le nord, je crois, de la C'est ça. France. Vous avez été, au début de votre parcours, inspecteur général de l'administration. Vous avez Alors, fait... juste inspecteur, Oui. parce qu'inspecteur général c'est un peu plus tard. Ah. Alors après, vous avez fait HEC et l'ENA, mais vous n'avez pas fait Sciences Po. Effectivement. Vous avez intégré le Front National en 2011 et vous devenez directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen, puis porte-parole du Rassemblement Bleu Marine à l'époque. Vous devenez vice-président du Front National en 2012. Vous êtes eurodéputé de 2014 à 2019. Vous quittez le Front National en 2017 pour fonder votre propre parti, les Patriotes, dont vous êtes tête de liste aujourd'hui pour les européennes. Est-ce exact? C'est ça. Et en plus, je suis président des Patriotes et la liste est une liste de coalition, avec également des personnalités et le mouvement VIA, présidé par Jean-Frédéric Poisson, donc coalition de souverainistes pour les élections européennes. Merci de cette précision. Je vous en prie. Nous avons, nous, Europa Nova, réuni la société civile européenne avec 2-3 Français, mais sinon une cinquantaine de personnalités européennes et aussi avec des citoyens, quelques citoyens, pour s'interroger sur les priorités de 2040. Je vais vous remettre tout à l'heure ce rapport. Donc c'est pour se poser les questions. Alors il n'y a pas que des réponses, c'est bien de se poser les questions, les prochaines priorités 2040. Alors, quelles sont pour vous les priorités à l'horizon 2040 pour l'Europe? Juste avant de vous répondre, je voudrais vous remercier parce que, bon, je crois que nos auditeurs le savent, Europa Nova et les Patriotes, on n'est pas tout à fait raccord sur l'Europe, même pas du tout, mais je trouve que c'est tout à votre honneur d'inviter tout le monde. Voilà, et ça devrait être comme ça dans les médias, et je vous en félicite. Et puis, petit étonnement peut-être pour ceux qui me verront avec des drapeaux européens, on est chez vous, donc je ne vais pas refaire la décoration, mais normalement, je ne mets nulle part ce drapeau que je ne juge pas légitime. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la démocratie. Et ben voilà, merci à vous. Donc je fais ces précisions et je vais répondre à votre question. Alors, donc je lirai votre rapport. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a une première priorité, ça va être la question de la paix. Parce que c'est une question centrale. Si nous sommes en état de guerre ou de pré-guerre permanent, et peut-être que je ne vous aurais pas répondu ça il y a 5 ans encore, mais vu l'accroissement des tensions, nous avons tout intérêt à défendre ardemment la paix. Je pense que nous faisons exactement l'inverse aujourd'hui en mettant de l'huile sur le feu sur toutes les crises mondiales, et notamment en Ukraine, au lieu de chercher à négocier la paix. La deuxième chose, je suis très inquiet de l'affaissement, si ce n'est de l'effondrement de nos libertés publiques et de la liberté d'expression, et je ne voudrais pas qu'en 2040, nous vivions, que nos enfants vivent dans une société quasi carcérale, où on a peur de dire, peur d'écrire, ou peut-être même qu'on n'ait plus de moyens de le faire parce qu'il y aurait trop de censure sur Internet, par exemple, et l'Union européenne joue ce rôle de censeur, avec ses règlements, DSA et autres, et puis que nous soyons dans un système où il y aurait l'euro numérique, l'identité numérique, des systèmes de passe ou je ne sais quoi, carbone ou autre, ou sanitaire, qui nous empêcheraient d'être des individus et des peuples libres. Donc ça me paraît être une deuxième grande priorité. Et puis la troisième, c'est que nous redevenions des nations libres. Et je peux avoir des priorités pour les pays européens, et parmi ces priorités, il y aurait de se défaire de l'Union européenne, qui est fondamentalement l'inverse de la souveraineté des États et des nations, en piquant la souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir de décider de leur avenir et de leur destin aux peuples, qui sont pourtant les seuls légitimes normalement à l'exercer. Et donc, la troisième grande priorité, c'est de nous libérer de l'Union européenne en la quittant, tout simplement, en en sortant. Et vous voyez, ma liste aux européennes a une clarté de conviction, c'est que nous pensons qu'il faut sortir de l'Union européenne. Vous voulez revenir au franc français, par exemple? Je veux que la France ait sa monnaie nationale. Alors on ne reviendra pas à l'ancien franc, il y aura un nouveau franc, mais comme 95% des pays du monde qui ont leur monnaie nationale, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Je pense qu'au contraire, avoir une monnaie, une politique monétaire indépendante, c'est un gage d'indépendance. J'ai toujours pensé que qui tient la monnaie tient l'État. Aujourd'hui, nous ne sommes pas libres, puisque nous dépendons d'une banque centrale à Francfort. Et en plus, l'euro,
depuis l'origine, n'est pas adapté dans ses fondements économiques à l'économie française et nous a fait beaucoup de tort, a beaucoup désindustrialisé la France. Quand vous dites que nous ne sommes pas libres, pourtant, grâce à l'Europe, nous voyageons librement dans l'espace européen, sans passeport. Alors, êtes-vous pour la circulation des hommes et des marchandises ou en Europe, à l'intérieur de l'Europe, ou vous voulez revenir au passeport pour aller en Allemagne ou en Italie? Bah, écoutez, quand on va dans un pays, moi je suis allé en Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, je faisais aux États-Unis, qui n'est même pas sur le continent européen, dans plusieurs pays, j'ai pas eu le sentiment que c'était dramatique de passer peut-être une demi-heure de plus aux douanes. Si ça peut assurer un meilleur niveau de protection des peuples, je préfère prendre cette demi-heure et assurer un meilleur niveau de protection en rétablissant des frontières nationales. Vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'indépendance n'est pas l'isolement. Moi, je veux que la France, demain, continue à dialoguer du point de vue économique, industriel, culturel, diplomatiquement, bien sûr, avec toutes les nations d'Europe et du monde. Et du monde d'ailleurs, parce que je pense que l'Europe est un horizon trop petit aujourd'hui. Le monde s'est réorganisé, nous ne sommes plus en 1957. Quant au commerce des marchandises ou des capitaux, je pense qu'il doit être régulé. Les traités de libre-échange font beaucoup de tort à notre agriculture, qu'il faut parfois mettre des barrières ou des droits de douane quand c'est nécessaire pour rétablir un commerce juste, une concurrence loyale. Nos agriculteurs seraient très heureux qu'on reprenne la compétence en main du commerce et donc on ne la laisse pas à la Commission européenne et qu'on puisse avoir des accords justes et non pas des accords qui, comme aujourd'hui, le Mercosur, le CETA et d'autres, nous fassent que notre marché est envahi de produits bas de gamme. Êtes-vous pour l'élargissement de l'Union européenne? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je veux dire, je ne comprends même pas pourquoi les partisans de l'Union européenne le souhaitent, parce que je pense que ça va faire beaucoup de tort à l'image de l'Union européenne. Si demain l'Union européenne s'élargit aux Balkans occidentaux, comme c'est prévu, à l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, sachez que les transferts budgétaires de la France vers ces pays, alors qu'on est déjà un contributeur net au budget européen, on donne chaque année déjà 15 milliards en plus que ce qu'on reçoit, là ça va exploser. On fait rentrer des pays qui ont des très faibles revenus, donc ça va être un transfert budgétaire massif, donc un appauvrissement pour nous. Ça va être une concurrence déloyale agricole, on le voit déjà avec l'Ukraine. Nos paysans râlent, ils ont raison, les Polonais aussi. Et ça va être encore pire et dans tous les domaines. Et sans compter les problèmes d'insécurité ou d'immigration clandestine. Donc je suis évidemment contre, mais je suis contre le fait qu'on reste dans l'Union européenne. Donc la question, si vous voulez, pour moi n'a presque pas de sens, puisque je veux qu'on en sorte par le Frexit. C'est très clair. Sur la défense, la guerre s'est invitée sur le continent géographique européen, puisqu'elle s'est invitée en Ukraine. De ce point de vue-là, est-ce que vous pensez qu'on sera plus fort pour se défendre d'invasion hors du continent européen, seuls, les Français, ou avec les pays européens? Quelle est votre vision de la défense française et européenne? Je suis convaincu qu'une armée, une défense, doit être liée à un peuple. Et il serait très dangereux d'avoir une armée européenne. D'abord, qui la dirigerait? Selon quelle légitimité? Quel lien consubstantiel avec quelle nation et quel peuple? Puisqu'il n'y a pas de peuple européen unique. Et donc, je suis fondamentalement opposé à une défense ou une armée européenne. Je suis pour qu'on renforce l'armée française. Je crois que ce qui nous protège le plus, c'est notre dissuasion nucléaire française, que je ne souhaite pas partager d'ailleurs avec les autres pays. Et ce qui fait d'ailleurs, ce qui nous donne un statut de grande puissance et un statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça qui nous protège. Moi, qu'on ne m'explique pas qu'aujourd'hui l'Europe c'est la paix. Enfin, on sait ce qu'on nous a vendu depuis des décennies. Je ne cesse d'entendre Ursula von der Leyen parler de guerre, d'économie de guerre, de réquisition, de transférer des armes et de l'argent en Ukraine. Je pense qu'il faut arrêter tout ça et nous battre pour la paix. Et pour le meilleur moyen, c'est certainement pas d'être un supplétif de l'OTAN, que je souhaite quitter également, ni d'avoir une armée européenne, mais d'avoir une armée française structurée, puissante, avec une dissuasion nucléaire, d'être un pays libre et indépendant qui se bat pour la paix. Êtes-vous pour ou contre le nucléaire, mais le nucléaire civil? Je suis pour. J'ai toujours été favorable au nucléaire civil, mais attention, en assurant toutes les sécurités nécessaires, qu'on investisse justement, et qu'on aille vers des technologies qui soient de plus en plus propres, notamment à terme vers la fusion, bien sûr. Et je suis également pour qu'on développe nos barrages hydroélectriques qui sont justement bloqués par une directive européenne qui veut les privatiser. Alors, j'allais vous poser une question sur êtes-vous pour ou contre l'Europe des nations ou une Europe fédéraliste?
Je ne vais pas vous la poser parce que vous venez déjà d'y répondre à travers vos réponses très claires. Donc vous n'êtes ni pour une fédération, ni pour une Europe des nations. Je crois même que les prochains traités veulent aller plus loin qu'une fédération, puisque Mario Draghi, vous le savez, a dit en novembre dernier qu'il souhaite que le prochain traité consacre l'Union européenne comme un État. Si l'Union européenne est un État, la France n'est plus un État. Tout à fait, comme Victor Hugo l'imaginait il y a 250 ans. Oui, en disant que la langue devrait être le français, la capitale Paris. Il semblait décrire plutôt une grande France. Mais je suis quand même en désaccord avec ce que disait Victor Hugo. Mais ceci dit, dans les débats actuels, c'est pire encore qu'une Europe fédérale. On est déjà dans l'Europe fédérale. Quand vous maîtrisez ni votre monnaie, ni votre budget, ni vos frontières, ni vos lois qui sont supranationales, vous êtes déjà dans une Europe fédérale. Mais là, ils veulent carrément transformer ça en un État. C'est un coup de force, un coup d'État. Un État sans peuple, ça s'appelle une tyrannie. Il faut quand même que les gens soient conscients de cela. Je suis fondamentalement contre ça. Après, je suis pour toutes les coopérations du monde, quand c'est nécessaire et utile à mon pays, avec des pays européens et des pays du monde entier. Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier quand vous avez été eurodéputé? Parce que vous êtes contre l'Europe, mais vous avez été eurodéputé, donc vous avez dû avoir des votes ou des actions ou des propositions au Parlement. Quelle est celle dont vous êtes le plus fier? Il y en a plusieurs. D'abord, sur les votes, j'ai toujours voté contre les accords de libre-échange, par exemple, pour protéger nos agriculteurs et la qualité alimentaire de ce qu'on a dans nos assiettes. J'ai toujours essayé de voter dans le bon sens. Mais au-delà de ça, j'ai essayé d'utiliser ce mandat pour faire progresser l'idée de souveraineté des peuples, de libération de l'Union européenne. Je connaissais très bien Nigel Farage, qui a mené au Brexit dans son pays, et j'ai beaucoup travaillé avec lui pour faire progresser l'idée de sortie de nos pays de l'Union européenne. Et puis je suis très heureux d'un de ces jours de 2018 où j'avais pu m'exprimer directement face à Emmanuel Macron qui était venu au Parlement européen. La vidéo est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent voir mon intervention, où j'avais, je crois, si on regarde les choses aujourd'hui, dit des choses qui étaient très sensées par rapport à l'évolution, et j'ai pu lui dire quelques vérités qui ne lui sont jamais dites. Alors vous briguez un mandat de député européen, ça en nombre politique. Mais là, je voudrais m'adresser à l'homme. Quelle a été, même depuis votre petite enfance, je ne connais pas votre histoire, mais quel a été votre déclic pour défendre, non pas la souveraineté européenne, on aura bien compris que ce n'est pas votre sujet, mais pour défendre la souveraineté, on va dire franco-française? Quel a été un événement, une émotion, une histoire particulière qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette contradiction, effectivement, de vouloir être dans le Parlement européen, mais de défendre une France sortie de l'Union européenne? Alors, ce n'est pas une contradiction pour moi. J'utilise ce mandat, comme Farage l'a fait, il a été eurodéputé, pour faire progresser, avoir une caisse de résonance, l'idée de Frexit. Et sans mandat au Parlement européen, Farage n'aurait pas réussi à faire progresser le Brexit, ni gagner par référendum en 2016. Donc c'est très important de bien le comprendre. Puis il faut laisser le choix aux électeurs. Il y a 31% des Français aujourd'hui qui veulent le Frexit. Il faut qu'ils aient un choix aux européennes le 9 juin. Alors le déclic, vous savez, moi je suis fils d'instituteur dans le nord de la France, des vrais hussards noirs de la République, comme on dit, imprégnés de l'amour de la France. C'est difficile de dire d'où viennent les émotions, la construction, parce que ce n'était pas non plus des militants. Ils n'étaient pas encartés, on n'allait pas dans les meetings. Mais on m'a toujours inculqué l'amour du pays, le respect de notre histoire. Et puis je suis né à côté de Lille. Le général de Gaulle est né à Lille. Donc très tôt, on m'a parlé de cela. J'ai été visiter sa maison natale. Alors voilà, le général de Gaulle, c'est un grand Français, très attaché à la souveraineté et à l'indépendance nationale. Voilà, et puis je me suis construit, vous savez, à 10 ans, presque 11, et j'ai vécu les débats sur Maastricht, le référendum. J'étais déjà, pourtant enfant, mais j'étais déjà pour le non, par attachement profond à la France et à la liberté. Donc vous n'avez pas changé, vous ne changerez pas sur ce sujet qui vous distingue? Oui, vous retrouverez une vidéo de moi, ma première télé en 2005, j'étais jeune étudiant à HEC, et France 2 m'avait repéré parce que j'avais un blog qui fonctionnait bien pour le non à la Constitution européenne, et il m'avait invité aux 13h pour un petit débat face à un jeune du oui. C'était en 2005, vous voyez, donc je ne vais pas changer. C'était à Saint-Malo d'ailleurs, c'était une jolie ville. Non, je suis très attaché à la France, mais je ne suis pas du tout pour l'isolement. Que les choses soient claires, l'autarcie, ça c'est la caricature. Je suis pour une France qui respecte aussi son outre-mer et qui défende ses intérêts, c'est certain, la paix, nos libertés, mais qui dialogue avec le monde entier. Je pense qu'on se rouvrira au monde si nous quittons l'Union européenne qui nous rétrécit. Merci Monsieur Philippot d'avoir accepté notre entretien. Merci beaucoup à vous, merci à vous.